1999. J'avais 12 ans. Eh oui. Et une fin d'après-midi comme une autre, vous allumez l'ordinateur de vos parents, éveillant le doux ronronnement du ventirad et les grattements de la carte mère. Vous lancez un jeu, ce CD qu'un copain vous a refilé comme ça au collège. Vous l'ignorez, mais ce jeu changera tout. Il vous collera à la peau toute votre vie. Ce jeu, c'est celui qui m'a fait entrer dans un univers de magie, de dragons, de bataille et de camaraderie. Un refuge où tout est possible. Être un héros, un immortel, quelqu'un qui n'a peur de rien, ne recule devant rien. La série de jeux vidéo Baldur's Gate m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, où après 2 opus, publiés à la fin des années 90, début 2000, un 3e acte a vu le jour en septembre 2023, plus de 20 ans après. Étant parfaitement incapable d'y arriver gamin à cause de la difficulté, je me décide cette année de tout reprendre, du premier jeu au dernier, et enfin, de les terminer. Je commence donc par le premier, j'enchaîne avec le second, et enfin, je découvre ce 3e opus, je le termine. Et bien sûr, une nouvelle fois, je suis un héros. J'ai sauvé la porte de Baldur. Et puis, plus rien. L'aventure est irrémédiablement terminée 24 ans après. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé. Je sens que ça va être un petit peu rude cet épisode. Bonjour. Le monde réel est fade, que voulez-vous, les dragons ça n'existe pas, et la magie, non plus. Après avoir fini ces jeux, ce qui m'a pris relativement 400 heures quand même, je me suis senti un peu vide. J'avais dû soudainement dire au revoir à cet univers, et j'étais pas bien, quoi, voilà. Monde de merde, hein, franchement. Bah oui, pendant 400 heures. 400 heures durant lesquelles j'ai bravé les pires cauchemars des royaumes oubliés. Je me suis fait des amis, des camarades de bataille. J'ai lutté pour établir l'ordre et la justice. J'ai défié les dieux, tué les plus perfides des dragons et renversé les pires tyrans. J'ai peut-être eu 1 ou 2 relations sexuelles aussi. Bon. Voilà. Les Royaumes oubliés, créé à la fin des années 80 par Ed Greenwood, est un univers qui n'a jamais cessé de croître depuis, avec des centaines d'œuvres littéraires notamment. Cet univers est l'un des théâtres les plus célèbres du jeu de rôle dont même le plus boomer d'entre vous a normalement déjà entendu le nom, Donjons et Dragons. Autant dire qu'aujourd'hui, les Royaumes oubliés sont vastes, touffus, et que 400 heures en comparaison à côté, c'est pas si énorme. C'est toute une vie que vous pourriez remplir avec force, magie et aventure, et je dirais même qu'une vie, à mon avis, ne suffirait pas. Mais que ce soit à travers un monde d'heroic fantasy ou tout autre contenu vidéoludique avec une histoire assez dense, les joueurs de tout genre ont rapporté depuis plusieurs années un phénomène plutôt singulier lorsque l'histoire de leur jeu préféré touche à sa fin. Ils ressentent une sensation de vide, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ils peuvent même avoir des difficultés à se lancer dans de nouvelles activités plaisir, et ça peut durer plusieurs semaines. En gros, mais ils sont pas bien les gens en fait, voilà, c'est la déprime ultime. J'ai commencé à jouer à Final Fantasy X à 8 ans. C'est vraiment mon jeu préféré, mais je n'ai jamais osé le terminer jusqu'à l'an dernier. L'histoire du jeu résonnait en partie avec mon histoire personnelle, le père du héros du jeu s'étant tiré. Je savais que, quand je le terminerais, un chapitre de ma vie serait clos pour de bon. Alors j'ai attendu, et continué à entraîner mes personnages. J'avais donc une équipe avec une puissance incroyable. Au final, un jour, j'ai décidé de finir le jeu, et c'était super facile, je roulais sur le jeu. J'ai donc tué le boss de fin en un rien de temps. C'était soudain, la magie avait disparu. Malgré un mal-être qui semble quand même pas mal partagé, les scientifiques sont pas très bavards sur le sujet. À vrai dire, c'est surtout la littérature dite grise qui en parle le plus. La littérature grise, c'est les articles de blog, de presse, etc. Et finalement, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont donné un nom à ce phénomène, ils l'ont appelé Post-Gaming Depression. Post-Gaming Dépression, quoi.
la dépression post-jeu. Voilà. Bon. Oui, c'est mieux en anglais, je trouve, mais après... Et alors là, mon cœur balance. Parce que d'une part, effectivement, le terme dépression, il est connu d'un petit peu tout le monde, voilà. Il est utilisé au quotidien, un peu trivialement, voilà. Et de l'autre, ben, c'est un terme clinique, voilà, tout simplement, qui décrit une pathologie, avec une définition psychiatrique, tout ça, voilà, à laquelle il faut faire un petit peu attention. Et j'essaie un peu de respecter la science, là, machin truc, tout ça, dans ces vidéos, quand même. Un petit peu. Quand bien même, les symptômes liés aux états dépressifs sont nombreux, varient beaucoup d'une personne à l'autre, et oui, on a tendance à voir certains parallèles avec la post-gaming depression. Par exemple, lors d'une post-gaming depression, c'est vrai que les joueurs décrivent le fait qu'il y a une perte de plaisir, par exemple, à des activités qui auparavant, justement, leur faisaient très plaisir. Ça, c'est quelque chose d'assez courant dans une dépression. Mais justement, est-ce que c'est dû à une dépression au sens clinique du terme, ou à d'autres mécanismes qui n'ont absolument rien à voir? C'est là où il faut être prudent, en fait, pour pas tout mélanger. Que justement, là, la prudence, elle me dit que peut-être que c'est dû à d'autres mécanismes et pas à une dépression clinique. Notamment du fait que la post-gaming depression est quand même considérée comme assez bénigne. Et puis bon, on va pas faire une dépression dès qu'on finit un livre ou un jeu vidéo. Enfin, ça va être dur la vie sinon, quoi. Ce phénomène, décrit ici pour le jeu vidéo, semble initialement connu par la communauté scientifique sous l'acronyme de PSD, Post-Series Depression. Les séries télé, bien sûr, omniprésentes sur nos écrans depuis plusieurs décennies, avec de plus en plus d'importance dans nos quotidiens, que ce soit en termes de temps accordé, de plateformes disponibles, de diversité, etc. Pour autant, le PSD se rapporte relativement à tout ce qui touche à un écran, et cela fonctionne aussi avec les films, voire avec les livres. Depuis que j'ai lu mon premier Harry Potter à l'âge de 9 ans, je l'ai considéré comme étant une part de ma vie. Harry Potter est toujours, après toutes ces années, comme une maison pour moi, un monde où je suis toujours la bienvenue. Il y a environ 5 ans, lorsque le dernier livre et le dernier film sont sortis, je me souviens m'être senti très déprimé. L'histoire était désormais terminée, et il n'y avait plus rien à attendre. Harry, Ron et Hermione avaient enfin grandi et fait leurs derniers adieux. Mais j'étais toujours là, cruellement laissé pour compte. Si on peut supposer que quand même ce phénomène n'est pas très grave, ce petit coup de blues vécu par les différents consommateurs de produits culturels en tout genre pose quand même quelques petites questions. Voilà. Et moi, je sais pas, j'avais envie, donc j'ai carrément fait une vidéo. Je me suis bien rendu compte après que bon, voilà, mais bon, écoutez, déjà c'est gratuit, ok, et ensuite ça me faisait plaisir. Donc 2 raisons largement suffisantes pour continuer, voilà. Puis il n'y a pas de petites questions, en fait. Les effets du jeu vidéo sur l'humain restent un débat assez délicat, notamment car cette activité reste mal perçue par une partie du grand public, en particulier lorsqu'il s'agit de jeux vidéo violents. C'est d'ailleurs dans ce cas qu'on en entend souvent parler, malheureusement. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Donc oui, quand même, depuis quelques années, des études se penchent sérieusement sur les effets des jeux vidéo, aussi positifs que négatifs sur nos petites personnes, mais c'est vrai qu'on va passer un temps non négligeable dans la sphère publique à décrire le jeu vidéo comme étant problématique, alors qu'on tend finalement quand même à pointer du doigt souvent des facteurs extérieurs à certains comportements, comme l'addiction, les comportements violents, voilà, donc c'est souvent bien sûr à nuancer, voilà. Mais bon. Non, mais après on va pas non plus nuancer, voilà, attendez. Non, le jeu vidéo c'est le problème, comme ça, on est tranquille. Si on nuance, on va être obligé de s'occuper des gens, on va quand même pas faire ça. T'imagines? N'importe quoi. En bref, on étudie l'impact du jeu vidéo sur les humains, c'est intéressant parce que ça peut être bénéfique, et puis dans le cas du PSD, quand même, ça vaut le coup de vérifier un petit peu ce que ça représente pour nous connaître nous-mêmes, et éventuellement s'occuper des personnes, on va dire, les plus vulnérables, puisque c'est vrai, pour certaines personnes, une fin de série est un véritable deuil à surmonter. Voilà, donc ça fait pas très envie. Après, de quoi intéresser son psychologue préféré, voilà. Chouette. Voilà. Petit 2 ans de thérapie après avoir fini Baldur's Gate, là. Nickel. Oui, allô, j'aurais voulu prendre un rendez-vous pour une séance ou 2 de thérapie, là. Ouais. Oui? Non, non, mais c'est bon, enfin, c'est juste que là, bon, là, j'ai fini Baldur's Gate 3, en fait, et... Ah, vous me prenez en urgence? Parce que tout ça, c'est notre quotidien, notre vie. Vous regardez une série le soir après le travail, vous plongez dans vos livres, en oubliez le monde extérieur, vous vous sentez même presque comme l'ami de certains personnages que vous découvrez dans un film ou un jeu.
Et que donc, étudier un peu le sujet pour aider nos thérapeutes à mieux prendre en charge les cas les plus délicats, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Parce que des fois, si on pousse un peu loin l'idée, on pourrait imaginer que, par exemple, le plus malfrat de nos fournisseurs de produits culturels pourrait en profiter pour nous glisser un petit goodies à acheter, voilà, histoire de compenser un peu notre petite dépression, nos petits machins, voilà. On pourrait imaginer ce genre de truc, mais la question c'est est-ce que c'est vrai? Parce que c'est quoi la première chose que j'ai faite une fois que j'ai terminé Baldur's Gate? Bah oui, je me suis acheté un livre qui se déroule dans les royaumes oubliés, voilà. Alors vous dites, bon, c'est pas trop grave, en plus c'est un livre, c'est une référence dans le domaine, c'est un beau livre et tout. En plus même je me remets à la lecture grâce à ça, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre, donc c'est plutôt positif. Et puis, bon, j'imagine que vous voyez la lecture comme quelque chose d'assez sain, finalement. Mais si je vous avais dit que j'avais acheté 3 posters alors que j'ai pas la place chez moi, peut-être que vous pourriez vous imaginer que c'était, on va dire, un petit peu impulsif, déjà, voire, pour certains d'entre vous, peut-être pas, hein, parler un peu d'achat même un peu compulsif, voilà. Vous êtes sûr? Mais est-ce que c'est pas un peu exagéré de parler d'achat compulsif, effectivement? Déjà parce que bah, je fais un peu ce que je veux avec mes sous, hein, même si j'en ai pas beaucoup, et puis j'ai perdu quelque chose en finissant ce jeu. Avec quelques petits objets pour surmonter ça, ce n'est peut-être pas de l'impulsivité finalement. Et si c'était juste un petit coup de pouce, pour conserver le lien avec un univers, une histoire? C'est vrai que les comportements dits dysfonctionnels, ça existe chez les fans d'un contenu par exemple, on parlait d'achats compulsifs qui peuvent avoir des impacts sur les finances personnelles, oui, ça existe. Bon, déjà, c'est rare, et puis ensuite, surtout là, c'est relativement, je pense, hors sujet, puisque en absence de preuves, je vois pourquoi je mettrais un quelconque lien avec la post-gaming depression. Non, pour expliquer ça, je pense que il y a franchement d'autres mécanismes psychologiques bien plus intéressants qui méritent franchement d'être mentionnés. Donc on va en parler. Voilà. Génial, de la psychologie. Bah ouais, c'est super intéressant, tous ces mécanismes dans nos petites têtes. Bon, bah j'y connais rien, voilà. Et puis j'y comprends pas grand chose non plus. Mais avec un petit peu d'aide, j'ai un peu fait le tri, et il y a des choses vraiment cool. Et pour commencer, bah, il va falloir se mettre en tête que... Et ben en fait, il y a des gens qui vivent des émotions à travers le jeu vidéo. Mais c'est fou, hein. C'est même fait pour ça. Ouais. Certains jeux ont donc des structures narratives, des histoires, avec des personnages. Parce que des scénaristes ont travaillé dessus, tout simplement. Une récente étude, et surtout très rare sur le sujet, évoque l'investissement émotionnel des joueurs, le fait que l'on s'attache à des personnages, que l'on s'inquiète de leur santé, et qu'on ne souhaite pas qu'ils meurent du fait de l'aventure. La narration peut donc jouer avec nos émotions, rendre des personnages sympathiques, touchants, de quoi nous conduire à une belle post-game dépression. Et peut-être que parmi vous, il y a des grands fervents de la vulgarisation scientifique qui ont reconnu un des mécanismes dont on reparle assez fréquemment sur YouTube, les fameuses relations parasociales. Le terme de relation parasociale, qui remonte déjà aux années 50, a souvent été mentionné dans la vulgarisation scientifique francophone pour décrire le lien qui vous unit à votre créateur ou créatrice de contenu préféré sur les internets. On a donc beaucoup utilisé ce concept pour vous dire que certaines relations sont à sens unique, que vous vous êtes attaché à une personnalité publique, hein, comme un youtubeur, alors que il ne vous connaît pas, que vous ne lui avez jamais parlé, que vous le connaissez pas spécialement non plus, et pourtant, vous avez un sentiment d'amitié envers cette personne. Ouais. Il y a eu un clip de moi qui tournait qui disait ça, mais les streamers youtubeurs sont pas vos amis. Et je dis ça en toute bienveillance, justement. C'est vraiment, je ne souhaite pas être ami, et vous ne devriez pas vouloir être ami avec des gens que vous connaissez que d'une certaine façon, je pense. Par exemple, moi, il y a peut-être parmi vous une ou deux personnes qui m'aiment bien, voilà, comme ça, alors que clairement je suis plutôt antipathique, et que je vous connais même pas. Voilà. Alors quand il s'agit de votre youtubeur préféré qui en profite un peu pour apitoyer et jouer avec les émotions du petit Benjamin pour qu'il aille chercher la carte bleue de sa maman et à s'abonner au contenu du dit créateur de contenu, c'est vrai que bon, ça craint. Bon, ça fait bruit, on est d'accord, ça craint. Mais l'attachement parasocial fonctionne aussi avec un personnage de fiction, et dans ce cas, d'un univers d'un jeu vidéo, nous sommes loin des considérations marketing ou malhonnêtes, mais bien dans l'idée de nous raconter une belle histoire, de créer en nous un souvenir, de nous faire vivre une émotion. Et ça, c'est beau. Et ouais, c'est beau, la grandeur d'une histoire, la sensibilité des personnages, c'est vrai que même un jeu textuel peut nous faire
rêver, et finalement on peut s'immerger totalement, comme dans un jeu de rôle sur table par exemple, voilà. On va aussi parler un peu d'immersion. Donc ça va surtout être une hypothèse qui m'a été suggérée par la personne qui m'a aidé à écrire cette vidéo, mais on va donc parler d'un autre mécanisme psychologique et super intéressant, le flow. Et oui, d'un point de vue script, c'est pas une très bonne transition, mais j'ai un peu perdu la main, je suis fatigué. Le flow, phénomène giga intéressant qui vous est peut-être beaucoup plus familier que vous ne l'imaginez. Un état que j'expérimente moi-même, par exemple, lorsque me prend l'envie d'écrire un script de vidéo. Élaboré dans les années 60-70 par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, le flow est un état mental où l'on est si concentré et immergé dans une activité que tout ce qu'il y a autour disparaît. En fait, on ne se rend même pas compte du temps qui passe, on est particulièrement concentré sur la tâche qu'on est en train de réaliser, ça mêle un certain plaisir avec de l'efficacité à la réaliser, et en fait, c'est même parfaitement gratifiant. Personnellement, c'est un truc que j'adore. Déjà, quand j'étais gamin, que j'écrivais des histoires, je pouvais rester absorbé comme ça dans l'univers pendant des heures et des heures. Et puis même aujourd'hui, voilà, quand j'écris un script, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je ressens, et je trouve que c'est vraiment, je sais pas, c'est la perfection mentale de la créativité, en fait. Moi, personnellement, je peux pas créer autrement que dans cet état, et je trouve ça assez ultime, voilà, enfin voilà, personnellement, j'adore ça, en fait, voilà, tout simplement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le flow reste quelque chose de personnel. Il est vécu pour des activités différentes par les personnes, que ce soit le sport, des activités artistiques comme de la peinture, de la musique. Dans tous les cas, il y a une notion de challenge, toutefois atteignable, reposant sur des compétences maîtrisées, on percevra également facilement les progrès de cette activité. Et c'est vrai que le jeu vidéo, quand on y réfléchit, quand on s'immerge dedans, on peut se dire que ça correspond assez à un état de flow. Et c'est vrai que dans une récente étude qui a été publiée en 2019, on expérimente l'idée que le jeu vidéo induit un état de flow qui va réduire l'anxiété des personnes qui sont en train de jouer à un petit jeu pendant qu'ils sont dans une salle d'attente, par exemple. Ils attendent des résultats médicaux, c'est un entretien d'embauche, etc. Et que ça rend l'attente un peu plus supportable. On pourrait donc pousser cette idée, cette hypothèse, sur le fait que le flow induit par le jeu vidéo va repousser un peu des stress, des émotions négatives de notre quotidien, et donc avoir un certain lien avec notre bien-être psychologique. Voilà, on pourrait pousser un peu cette idée-là. Et donc du coup, c'est plutôt sympa comme idée, je trouve. À vérifier, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Alors bien sûr, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'une partie d'entre nous tâche d'éviter la réalité, ou encore qu'ils ont des comportements addictifs face aux jeux vidéo, mon Dieu. Bien entendu, cela existe, et sont comportements qui n'ont pas forcément, comme je disais, pour origine le jeu vidéo en lui-même, mais plutôt des besoins psychologiques insatisfaits, comme une carence sociale, et comme je disais encore, mais ça reste rare en fait, ces choses-là, voilà. Quoi qu'il en soit, finir un jeu vidéo, ça signifierait aussi la fin du flow, cet état qui était finalement un petit peu protecteur quelque part, et que forcément, au moment où il s'envole, eh bien la vie réelle revient, un peu brusquement, et pas cool, voilà. Grosse conclusion scientifique là. Au-delà de ces beaux mécanismes psychologiques fascinants, finalement, être malheureux à la fin de son jeu, série ou film préféré, est finalement assez commun. Et que oui, il faut vous y faire, vous êtes un petit être plein d'émotions complexes qui partent un peu dans tous les sens, mais pas sans raison. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à continuer à vivre, à attendre, puis vous savez, vous allez pouvoir vous procurer un petit quelque chose, un petit souvenir de cet univers qui vous a tant marqué. Puis vous n'êtes pas tout seul, vous trouverez peut-être des gens à qui parler, qui ressentent la même chose que vous, ou qui ont la même passion de ce jeu ou de ce livre. Et puis, il y a d'autres choses, vous allez pouvoir certainement avoir d'autres lectures annexes, faire du jeu de rôle, voilà. En tout cas, vous savez, dans la vie, des fois, c'est comme ça, on traîne un peu des pieds. En tout cas, pour ma part, j'ai de la lecture.